Coloscopie. Claude Joseph Baruch Lelouch. Laurent Baffy. Claude, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait très plaisir. À Romane moins, parce que je crois que vous êtes copropriétaire, je n'ai pas tout compris. Je suis très content de rencontrer Claude. Oui. Le 15 avenue. Alors Claude, on va parcourir ta vie. Tu es né un 30 octobre, comme Paul Valéry, Diego Maradona, Christina Cordula et Pierre Laval. Parmi cette liste, quelle est la personne dont tu te sens le plus proche ? Le plus éloigné, Laval en tous les cas. Ouais. Non, tu sais, il y en a d'autres. Il y a aussi Dustin Hoffman, il y a Robert Redford qui sont nés un 30 octobre, il y a Jane Fonda, j'aurais préféré cela. J'ai un beau souvenir avec Jane Fonda pendant une émission avec Thierry Ardisson. Elle m'avait un peu dragué et je ne savais plus comment réagir. Vous allez vous remarier là ? Oh, je vois pas. Non. Un amant peut-être, mais ouais. Pas... J'aimerais... Et oui. Donc tu es né un 30 octobre 1937 à Paris. Ton nom est d'origine juive séfarade. Et Lelouch, ça signifie, tu sais quoi ? Tu vas me l'apprendre. Agneau. Tiens. Tu savais pas ? Je savais pas ça. T'es un petit agneau. J'ai bien fait de venir. Voilà, j'apprends des trucs, c'est bien. Ton père Simon était confectionneur dans le Sentier et ta mère Eugénie s'est convertie au judaïsme pour l'épouser. Absolument. En 1939, quand la guerre est déclarée, ton père, qui est né à Alger, vous emmène là-bas, mais en 1942, ta mère t'embarque à Nice car elle va retrouver sa sœur qui va accoucher. Exact. Donc, on peut dire que ta mère était totalement irresponsable ou qu'elle était cool avec ta sœur et très proche d'elle ? Non, je crois qu'elle avait l'esprit de famille. Elle avait envie d'être près de sa sœur au moment de l'accouchement. En plus, c'était sous l'occupation. Et mon père lui avait dit, c'est de la folie d'aller à Nice. Pendant 3 jours, 4 jours, on devait partir. On avait pris le bateau, le Ville d'Alger à l'époque, etc. Et on est arrivé à Marseille. Ensuite, de Marseille, on a pris un autocar pour aller jusqu'à Nice. Et dans l'autocar, on a appris que les Américains avaient débarqué en Afrique du Nord. Et donc, j'étais séparé de mon père. Je pouvais plus retrouver mon père. Donc, ce qui devait être une séparation d'1 semaine est devenu une séparation de 2 ans. Et comme on était parti pour 1 semaine, ma mère avait très peu d'argent, avait très peu de choses avec elle. Et la panique s'est emparée d'elle. Et comme elle était un petit peu fofolle... et en même temps très courageuse, elle a dit « Je vais essayer de voir avec le peu d'argent que j'ai si en allant au casino de Monte-Carlo, ça pourrait, la chance pourrait être au rendez-vous, effectivement. » Pardon de te couper, aujourd'hui, il y a des moyens d'optimiser son budget. Ouais. Par exemple, j'imagine que tu as une banque. Oui. Il y a des nouvelles banques maintenant où il n'y a pas de frais. C'est vrai. Par exemple, prenons Trade Republic, qui est notre sponsor, Roman. Au hasard. Ouais, prenons Trade Republic, vas-y, parle-en. Voilà. C'est une banque qui sponsorise les coloscopies, pas toutes les coloscopies, mais en tout cas cette émission, et qui demande aucun frais à ses clients, donc qui fait économiser plus de 300 € par an à tous les gens qui souscrivent un compte chez eux. Donc c'est une banque très sympathique. Regarde comme la carte est belle. Magnifique. Elle est très très belle. Et on te l'offre. Et on te met 50 € sur ton compte. Mais c'est pas possible. Et tu n'auras pas de frais. Et comme on a un sponsor... Qu'est-ce que j'ai bien fait de venir. Ouais. Claude, tu sais pas à quel point. Comme on a un sponsor, on va citer l'équipe, on la cite jamais. On a Valentin, Ariane, Quentin, Jérémy, Théo, Gwendoline, Manuel et Thomas. Et maintenant, on a un sponsor. Donc, on a embauché. On a embauché Chloé. Viens, Chloé. Viens, Chloé. Alors, Chloé, ça va être un petit peu notre couteau suisse. D'accord. Elle va faire plein de choses. Voilà. Un cadeau, on appelle un autre. T'as pas froid? Tout va bien. T'as pas froid? T'aimes bien les blousons, toi? Oui. Tiens. Je vis en blouson. Tiens, essaye ça. Ah, c'est notre pub. Pardon? Non, alors ça, c'est pas un cadeau. partenaire. Ça, c'est un cadeau? Ça, c'est un cadeau. Ah. Alors, j'adore les blousons. Je sais, c'est pour ça qu'on a appelé Shot. Et Shot t'offre un blouson, parce qu'il t'adore. C'est un blouson d'aviateur. C'est pour ça qu'à un moment donné, quel cadeau merveilleux. Et j'ai le droit de l'emmener après l'émission? Ça s'appelle un cadeau, connard. Ouais. Oh là 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 là. Un cadeau que t'as pas le droit d'emmener. Je peux l'essayer tout de Ça s'appelle un suite? prêt. Ah oui. Je peux l'essayer tout de suite? Oui, tout à fait. Ah ouais, carrément. Attention. Et voilà, vous allez assister. C'est la première fois que je fais le mannequin, mais... Ah oui. Il était fait pour moi, celui-là. Attention. C'est quoi ces petites étiquettes, là? C'est le prix. Faut pas laisser sur un cadeau. Tu veux le fermer, oui? Tends les bras. Tu vas voir ces petites étiquettes, là. Hop. Ah oui, non, mais c'est parce que c'est volé. Il est magnifique. C'est les antivols. Tiens, Alors ferme-le. attends, Romain, voilà, je ferme-le. l'ai trouvé. Ah bah voilà. Ah, il est beau.
Il est beau. Carotte, Il est très beau. santé. Voilà, mademoiselle. Sublime. Parce que c'est surtout aux femmes que j'essaye de plaire. Sublime. Voilà, d'accord. Non, il est pas trop Et à toi, petit, ça te il plaît, est mon parfaitement à chéri ta taille. Ouais, ça te va très bien. Je t'ai déjà vu avec des très beaux blousons ton blouson blanc là de Un homme et une femme que tu as Ouais, depuis voilà. des décennies et des blousons de pilote automobile. Non, je vis en blouson. Je vis en blouson et... Tu peux l'ouvrir, hein, on est à l'intérieur. Hein, tu peux. Mais je fais ce que je veux, là, Oui, maintenant. je dis tu peux l'ouvrir. J'ai pas dit ouvre-le. Voilà. Ok, ça y Mais est. ferme-la. Et je le Non. garde pour l'émission. Mais tu le gardes pour toute la vie. Mais pour toute la vie. Ça fait quand même 3 semaines. Alors, ta maman était en zone libre, elle est partie rejoindre sa sœur en zone libre, mais la zone libre est devenue zone occupée. Très vite. Et là, vous êtes pris au piège. Alors là, non, c'est un peu plus compliqué Tu que peux aller ça. plus lentement, Chloé. Hein, tu En vas sortant beaucoup du trop vite. casino, où elle Ah a oui, tout alors on est au perdu, casino. Ouais. elle tombe sur un ami, une sorte de cousin ancien, un dénommé Machto. Et elle lui raconte, elle lui dit, voilà, je suis séparé de mon mari, les Américains ont débarqué, je sais plus quoi faire, c'est une catastrophe. Et ce Machto lui dit, écoute, je connais un ami à Paris, je connais quelqu'un qui s'appelle un dénommé Mazoui. Il a beaucoup de relations et va le voir de ma part et il va peut-être trouver un moyen pour te permettre de retourner en Algérie. On monte à Paris, elle va voir ce Mazoui et ce Mazoui, il est rue Lauriston. Ah, 93 Voilà, Ah oui. et c'est un Belge. C'est un des grands patrons de la Gestapo à l'époque. Et ma mère, jeune naïvement, lui raconte, voilà, je suis mariée à un juif, je suis devenue juive, mon mari est un chien, elle lui raconte tout avec une naïveté, aux innocents les mains pleines. Et le gars lui dit, bah, écoutez, c'est facile, madame, dans une dizaine de jours, on va vous faire atterrir à Alger avec un petit avion, mais entre-temps, on va vous apprendre à vous servir d'un poste émetteur, et vous nous direz tout ce qui se passe à Alger. Et d'un seul coup, ma mère tombe de sa chaise, elle comprend pas ce qu'on vient de lui proposer, on lui propose de trahir la France, on lui propose de retourner, de retrouver. Le soir, on rentre à Paris, Faubourg Saint-Denis, où j'avais mon oncle, et effectivement, ma mère dit, je peux pas faire une chose pareille, trahir, etc. Et évidemment, dès le lendemain, on est parti, et le surlendemain, la Gestapo nous recherchait. Donc on a été recherchés par la Gestapo, et donc pendant 2 ans, on va se cacher, on va aller de ville en ville en France, chez des amis, chez de la famille, chez des gens qui veulent bien nous accueillir, et voilà, et puis... Et la journée, ta mère te cache dans des cinémas. Et voilà. Et dans la journée, alors comme j'étais un enfant assez insupportable, je tenais pas en place, et un jour, ils m'ont emmené au cinéma, avant la guerre, et pendant 2 heures, pour la première fois, je suis resté relativement calme. Ils étaient impressionnés. Ma mère Et dit, c'est venu formidable. de là, ta passion du cinéma? Je crois, oui. Et t'as vu, parce qu'à l'époque, c'était permanent, les cinémas, non? Oui. Tu Alors, voyais quoi, jusqu'à 5-6 fois par jour le même Je film? voyais le même film 4 fois dans l'après-midi. Le cinéma était ouvert de 2 heures à minuit et ma mère me confiait à des ouvreuses. Elle leur donnait un petit pourboire. Et de 2 heures à 6 heures, je voyais 3 fois, 4 fois le même film. Et quand le film était pas bon? Alors, quand il était pas bon, je me disais à la prochaine séance, ça va s'arranger. Ils vont sûrement changer des trucs. Tu pouvais espérer que la fin change quand la fin ne plaisait pas? J'espérais C'est mignon, ça. voilà, j'espérais que la fin allait changer ou que le début allait changer. Et à l'entracte, au début, parce que j'avais 4 ans à l'époque, 5 ans, pendant l'entracte, j'allais derrière l'écran parce que j'espérais voir les comédiens. Je me disais, on sait jamais. Peut-être que je vais les voir en vrai, voilà. Et puis très vite, j'ai compris que c'était du cinéma. Très vite, j'ai compris que tout ça faisait partie d'un rêve. Et comme on ne meurt jamais d'une overdose de rêve, j'en ai profité, voilà. Il y a un film de cette époque qui t'a marqué, dont tu te souviens? Bah, c'était des films français, puisque Ouais. les films américains étaient interdits. C'était des films qui avaient été acceptés par la censure allemande. Eh oui. Alors, il y avait évidemment tous les grands comiques. Il y avait Fernandel, il y avait Rému, tous ces gens-là avec qui j'ai commencé à sympathiser. Il y avait les films de Sacha Guitry. J'étais très jeune, mais j'ai très vite percuté là-dessus. Qu'on a accusé à la Libération de collaboration alors qu'il n'a pas vraiment collaboré, Guitry. Non, enfin, disons qu'il a eu du succès. Ouais. Il remplissait les théâtres. Il a quelque part consolé les gens qui allaient voir ses pièces. Et puis très vite, d'ailleurs avec Sacha Guitry, j'ai
très très vite après la guerre lu toutes ses pièces, tout ce qu'il avait écrit, et j'ai trouvé que jamais personne n'avait parlé aussi bien des hommes et des femmes que lui. Je pense que et donc il a été un peu mon maître, et c'est très curieux parce que en 1957, l'année de sa mort, j'ai eu la chance de le rencontrer à l'école militaire où il y a un jardin. Je faisais mon service militaire, j'étais habillé en militaire, et je vois Sacha Guitry, et d'un seul coup, je me dis, il faut absolument que j'aille demander un autographe à ce monsieur, et je vais vers lui. Il était dans une petite voiture, une infirmière le poussait. Tu l'as appelé maître? Et je l'ai appelé maître, bien sûr, et je lui ai dit, écoutez maître, voilà, est-ce que je pourrais avoir un autographe? Et il avait du mal à écrire. L'infirmière a essayé de me virer parce que c'était une sorte de gorille. Et puis très gentiment, non, voilà. Et donc il m'a dit, comment tu t'appelles? Je lui ai dit, je m'appelle Claude. Et puis il m'a fait un autographe, et il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans la vie? Alors je me suis mis, j'aimerais faire le même métier que vous, je lui ai dit. Et il m'a fait une autographe en disant, pour Claude, en espérant qu'un jour on lui demandera des autographes. Voilà. C'est beau. C'est joli. C'est joli, tu l'as toujours? Hélas, non. Je sais pas, Pourquoi? je l'ai perdu dans tous mes déménagements, et c'est un de mes grands regrets. Mais ça me fait plaisir de vous raconter cette histoire. Et enfant, tu voulais être réalisateur ou tu avais d'autres projets? Non, je voulais simplement caméraman d'actualité. Je voulais parcourir le monde avec ma caméra. J'avais envie. J'étais très curieux. J'étais très curieux. C'est mon plus gros défaut et ma plus belle qualité. Tout m'intéresse. J'aime tout. J'aime la vie, j'aime le chaud, le froid, j'aime la neige, la montagne. Le tiède, moins. Hein? T'aimes moins le tiède? Non, parce que ça fait partie du juste milieu. Le juste milieu m'a donné souvent des bons conseils aussi. Non, mais j'aime tout. Même le tiède, j'aime tout. J'aime la vie, et j'en finis pas de m'extasier tous les matins quand je me réveille. Ah, pourquoi t'as jamais mis le mot la vie dans tes films, dans un titre de film? Il y en a, je crois qu'il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns justement parce que j'essaye à travers mes films, de vous la faire aimer un petit peu, quoi. Voilà. Les thèmes emblématiques de tes films, c'est la vie, c'est l'amour, c'est l'amitié, c'est le hasard. Hein. C'est un peu... Surtout l'amour. Surtout l'amour, parce que je pense que tout le mal qu'on se donne dans la vie, c'est pour aimer ou être aimé. Si tu fais le boulot que tu fais, c'est pour qu'on t'aime. Et moi, si je fais ce que je fais, c'est pour qu'on m'aime. J'essaye d'en placer une. Claude, essaye de me ménager des pauses de silence pour que je puisse m'exprimer. Parce que là, tu me jugules. Je suis désolé. Tu me jugules. Il y a une phrase de toi que j'ai adorée sur l'amour. Tu as dit, dans la vie, on dépense autant d'énergie à séduire une femme que pour rompre avec elle. C'est vrai qu'on se donne beaucoup de mal pour aller dans le même lit, et encore plus pour plus y aller. C'est vrai, et c'est pour ça. Mais l'amour c'est vrai que moi je suis en vacances depuis 88 ans. Parce que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour. Je veux dire que tout ce que j'aime pas, je suis incapable de le faire. Je suis incapable de faire un truc que j'aime pas. Incapable. J'ai envie de te flatter un tout petit peu. Si je suis venu, c'est parce que je t'aime bien. Sinon, je serais pas venu. Oh bah, tu es venu voir mon dernier spectacle, tu m'as agonié de compliments. Oui. Tu as été d'une gentillesse, et j'ai trouvé ça limite trop. Mais parce que j'aime le courage aussi. Si j'aime l'amour, j'aime le courage. J'ai trouvé ton spectacle très courageux. Très courageux, t'as peur de rien. Et j'adore ça, j'adore. Tu es un peu un cascadeur des mots, tu vois ce que je veux dire. C'est gentil. Ça, c'est très gentil. Ce sera mon épitaphe. Donc il y a des films, tu tourneras donc des reportages, tu vas être reporter, donc ton père t'offre une caméra parce qu'il sait pas quoi faire de toi, donc il t'offre une caméra parce que tu sens que c'est ta passion un peu, et là tu t'en empares, tu tournes, tu vas tourner des reportages en Amérique, plus compliqué, tu planques une caméra et tu vas en URSS, et là c'est un exploit pour l'époque, hein, il y avait le rideau de fer, tu ramènes des images que personne n'avait pu ramener. J'ai filmé Staline et Lénine dans le mausolée, côte à côte. Et t'as crié? Oui, alors j'ai pas crié. Staline pour qu'elle revienne, non? Non. J'étais avec un il y aura des points d'humour. Hein, j'étais avec un groupe de communistes, parce qu'il fallait être communiste. Et oui. Donc je m'étais inscrit au Parti communiste à l'époque pour pouvoir rentrer. Et comme ma caméra faisait du bruit, au moment où j'ai filmé et que c'était interdit, j'ai demandé à tous mes copains de tousser très fort pour couvrir le bruit de la caméra. Voilà, c'est comme ça que j'ai gagné mon premier argent. Incroyable. Et là-bas, tu seras marqué par un grand film juif. Ouais. Intitulé « Qu'en passent les cigognes ». Ouais. Je pense que ce film
a inventé le metteur en scène que je suis. C'est en Ici à assistant. Roman. Le niveau de la vanne est vraiment pitoyable. Alors, Roman, qui Voilà, est censé pitoyable. être mon ami, il est là Pitoyable. pour critiquer mes vannes. Parce que j'ai dit qu'en passe les cigognes. Oui. Et alors? Les cigognes. Oui, Oh, tu voilà. sais, mais il a tellement bien prononcé. Oui, que- voilà, c'est ça. Il l'a bien caché, il l'a bien masqué. Voilà. C'est un film, Quand passe les cigognes, c'est un film qui a eu la Palme d'Or, non? Qui a eu la Palme d'Or un peu grâce à moi. En 58, non? C'est ça. Et quand je rentre à Paris, comme j'ai sympathisé pendant cette journée sur le plateau de Quand passent les cigognes avec Mikhail Kalatozov, qui était le metteur en scène, qui parlait un peu le français, qui m'a laissé faire un making-of du tournage. Et en rentrant le soir, il m'a montré 1 heure du film. Je suis rentré bouleversé. J'ai appelé Favor Lebray, qui était le patron du Festival de Cannes, que je connaissais pas. Je lui ai dit, écoutez, j'arrive de Moscou, je viens de voir un film formidable. Ils l'ont pris à Cannes et il a eu la Palme d'Or. Voilà. Et 10 ans plus tard, c'était mon tour. On va en parler. Ne grille pas les étapes. 10 ans plus tard, c'est ton tour. La mauvaise foi. Donc voilà, tu fais 5-6 films avec plus ou moins de succès, mais le film qui va tout déclencher, c'est Un homme et une femme. Alors tu as une déception amoureuse, et puis tu as un film qui se casse la gueule, donc tu es déprimé, et tu roules jusqu'à Deauville pour évacuer la tristesse, le Oui, stress. oui. La contrainte sollicite toujours l'imagination, toujours. Et donc, ce soir-là, il y avait une projection de... Le propre de l'homme. Non, ça se rappelait Les Grands Moments. Ah pardon. Les Grands Moments. Le propre de l'homme, c'était bien avant. Un homme et une femme est mon 7e film. Je sais. 7e film. Donc, je me suis tapé 6 films avant qui étaient un peu boiteux. Smack Smock, c'était pas mal. C'est après. Smic Smash Fox, c'est après Un C'est homme et une après, femme. c'est ce que je Ouais. dis, c'est après. Non, c'est après. Oh là là, tu vas pas me... Voilà. Donc, non, écoute, si tu veux, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé depuis ma naissance. Et voilà. Et donc, je me laisse porter. Je veux dire que les choses viennent à moi. Je sais pas pourquoi elles viennent à moi. Et à chaque fois qu'on vient vers moi, j'ai plutôt tendance à dire oui que non. Mais c'est D'ailleurs, incroyable ton destin, c'est-à-dire que t'es capable d'aller faire une émission et on te file un blouson. Les choses viennent à toi. Oui, mais c'est vrai, la preuve, C'est incroyable. les choses Donc, viennent à moi. Tu es contrarié, tu es pas bien, t'aimes bien rouler, t'aimes bien la voiture, donc Oui. tu roules jusqu'à Deauville. Au petit matin, tu vois une mère sur la grève, avec son enfant, et t'imagines sa vie. Ouais. Tu te demandes pourquoi elle est là, si tôt avec son gosse, et comme tu es imaginatif et curieux, tu te demandes quelle est sa vie, et t'as l'idée d'un homme et une femme. Tout à fait. Mais les idées, on ne sait pas comment elles viennent. Elles sont dans Si, là, l'air. on sait puisque je viens de te le dire. Voilà, mais ce dingue de jour-là, me contredire mais comme ça, mais c'est ce quand même jour-là, dingue, la hein. lumière était plus importante que tout. Je veux dire, elle était dans un contre-jour qu'il est difficile d'expliquer. Il y avait une silhouette, sa silhouette était très belle, à marée basse, elle était très loin de moi. Il y avait un chien, un enfant qui gambadait autour d'elle, et je me dis, qu'est-ce qu'elle fout à 6 heures du matin sur cette plage? Si c'était à midi, je me serais pas posé de problème. C'est normal à midi qu'on aille sur la plage. Mais à 6 heures du matin, et je me suis dit, cette femme a sûrement quelque chose d'intéressant pour qu'elle soit là. Elle marchait lentement. On sentait qu'elle avait des soucis. Elle avait la démarche de quelqu'un qui avait des problèmes, alors que l'enfant et le chien jouaient. Et je voyais de loin que il y avait quelque chose qui l'embêtait. Donc je marche vers elle, j'avais envie de voir son visage parce que la silhouette était très très belle, un peu voilà. Et puis au fur et à mesure que je marchais vers elle, j'étais en train d'inventer l'histoire d'un homme et une femme, voilà. Et puis j'ai jamais vu son visage, jamais. Je suis retourné très vite dans ma voiture pour noter les idées qui arrivaient comme ça en vrac. Et comme j'avais pas de papier, j'avais rien, je suis allé au café de la gare à Deauville et en l'espace d'1 heure, 1 heure et demie, j'ai pratiquement écrit ce qu'on appelle aujourd'hui le pitch d'un homme et une femme. Et déjà à l'époque, quand tu tournais autour des acteurs avec ta caméra, c'était ton style ou c'est pendant ce film que tu as eu cette envie comme le fait Chloé en ce moment? Oui, alors non, j'aime tourner autour des gens pour montrer qu'il n'y a pas de trucage. Et là, Ouais. ça t'énerve pas que Chloé, elle tourne autour de toi? Non, pas du tout. C'est elle que ça va énerver à un moment donné. Non, parce que regarde, elle va faire une variante, tourne dans l'autre sens, Voilà. voir gauche, tu vois.
Non, pas du tout. Non, j'ai envie. Pourquoi je tourne autour? Parce qu'à un moment donné, quand tu tournes, tu filmes 2 acteurs et puis derrière il y a 300 projecteurs, 200 techniciens. Donc tu sais que c'est du cinéma. Si je tourne, je montre qu'il n'y a pas de caméra et donc d'un seul coup il y a un parfum de vérité qui se dégage de tout ça. Et j'aime les parfums de vérité. Et puis, le fait de tourner aussi, ça implique tous les acteurs sans forcément faire des chants et des contre-chants. C'est un peu de la conserve, le chant et les contre-chants. Parce qu'on dit une réplique, on coupe, l'autre dit Oui, sa réponse. mais c'est Et du toi, tu plan n'aimes pas séquence. ça. Ça a la force du plan séquence. Ça a la C'est force ça. du... Oui. C'est-à-dire que dans le plan séquence, on ne sait pas ce que c'est. C'est à un moment donné 3 minutes de la vie de cet homme ou de cette femme qui sont un peu plus importants que les autres. Je veux dire, au cinéma, l'art du cinéma, c'est le montage. Mais quand tu fais un plan séquence, c'est parce qu'à un moment donné, les 3 ou 4 minutes, ou 5 ou 10 minutes sont plus importants que tout le reste. Et là, il faut aucune tricherie. Dans le plan séquence, il n'y a pas possibilité de trucage. Voilà. Scorsese et De Palma sont les dieux des plans séquences. Oui, tous les grands metteurs en scène ont fait des plans séquences formidables, tous. Non, Orson Welles, entre autres. Orson Welles. Avec La soif du mal, le premier plan, et c'est pas mal du tout. Mais c'est vrai que le plan séquence, mais il n'y a rien de plus dur. C'est l'aristocratie de ce métier. C'est pas permis à tout le monde de réussir un plan séquence parce que il faut que tout soit parfait. Et oui, s'il y a un technicien qui merde ou un acteur qui oublie sa réplique. Et puis une longueur, tu peux pas la couper. Tu peux pas couper une longueur. Quel est le plan séquence dans ta carrière, dans ton œuvre, dont tu es le plus fier? Je pense que La traversée de Paris. Ah oui, ça c'est le court-métrage que tu as fait de 9 minutes, où tu roules à 200 à l'heure dans Paris. On en parlera tout à l'heure. Un film de 10 minutes, c'est une Il te restait 9 minutes de pellicule, tu as dit pourquoi les gâcher? Voilà, et j'ai donc tourné cette traversée de Paris. C'est l'histoire d'un mec qui est en retard, qui a un rendez-vous amoureux. Et comme moi, j'adore arriver à l'heure. Tu pars de la Porte Dauphine qui était et je termine à Montmartre en haut, où j'ai rendez-vous avec la jeune femme. Voilà. Tu pars d'une place échangiste pour aller dans un quartier à pute. Ouais, exactement. J'avais pas imaginé ça comme ça, mais c'est vrai. En fait, on est en plein dans... C'est vrai que c'était les échangistes, c'était à la Porte Dauphine à l'époque. Je vois que tu as une bonne mémoire. Non, mais j'allais ravitailler ma maman. Voilà. Ouais. Et aujourd'hui, pour faire Porte Dauphine Montmartre, il faut 1h30. Ouais. Mais aujourd'hui, tu seras en prison si tu refaisais ça. Tu as roulé à 200 à l'heure. À l'époque, j'ai été convoqué par le préfet de police. Mais t'as rien eu. Alors si, parce que j'avais mis au début du film, ce film a été fait sans aucun tricage ni accéléré. Donc, quand j'arrive dans son bureau, il me dit il y a 18 feux rouges. Ouais. Il me dit c'est des vrais feux rouges. Je dis oui, c'est des vrais feux rouges. Il y a 3 stops, oui. Et puis il y a 2 sens interdits, oui. Il me dit donc vous avez fait tout ça? J'ai dit oui. Il me dit est-ce que vous voulez me donner votre permis? Alors je lui ai donné mon permis. Il l'a gardé pendant 5 minutes. Il m'a dit je vous le rends, sinon mes enfants vont plus me parler parce que c'est leur film préféré. Voilà. Et ça s'est bien passé. Mais il m'a retiré mon permis pendant 5 minutes. À l'époque aussi, quand tu avais des problèmes de sous, avant que tu ne sois richissime grâce à un homme et une femme, tu tournais ce qu'on appelait des scopitones. C'était l'ancêtre du clip. Ouais. Il y avait des sortes de gros jukebox avec des images. T'as pas connu ça, Romain? T'es trop jeune. Ouais, c'était formidable. Moi, je mettais des pièces de 1 franc dans les scopitones. Et tu voyais Henri Salvador, tu voyais Sylvie Vartan, tu voyais tous les yéyés de l'époque. Et Claude en a tourné une cinquantaine. Une centaine. Ne me contredis jamais, Claude. Si. Jamais. Si. Mais sur les chiffres, je peux pas te laisser Claude passer en ça. a tourné 2 cinquantaines. Okay. Certains sont cultes. Par exemple, Françoise Hardy, dans le manège bateau, il y avait des figurantes derrière dont la jupe se relevait. Ça a fait un peu scandale. Bah, c'est un peu ça. Non, mais d'ailleurs, j'ai fait des scopitones très sexy. Bon, mon tube, c'était Zizi la twisteuse. Zizi la twisteuse, j'ai fait un malheur avec ça. Et c'est grâce à Zizi la twisteuse que j'ai pu faire tout le reste après, puisque ça m'a ouvert les portes du succès. C'est collector aujourd'hui. Hein? C'est collector aujourd'hui. C'est collector. C'est vraiment l'ancêtre du clip. Oui, non, j'en ai fait une centaine et ça m'a permis de comprendre très vite que la musique allait jouer un rôle très important dans mes films. Shabadabada. Entre autres, mais tous mes films sont des films musicaux, qu'on le veuille ou non. Tiens, on va demander à Chloé de faire 3 tours en chantant Shabadabada pour voir si ça apporte un truc ou si ça nous casse les couilles. C'est pas Shabadabada, hein? C'est pas Shabadabada, c'est Dabadabada. Oui, mais c'est Alain Chabat qui m'a demandé de faire Shabadabada. Donc c'est normal. Ça va? Vous avez pas mal au cœur à force de tourner comme ça? Dabadabada.
Alors, viens, Chloé, on va faire un petit point. Viens, on va faire un petit point. Ouais, elle me donne le tournis un petit peu. Viens. Là, t'as envie de vomir? Tu vois, Mais alors, tu veux renoncer à ce travail, Chloé? Non? Donc, qu'est-ce que tu as à dire? Shabadabada. Non, merci. Merci, très de réponse. Allez, tourne. Alors, il y a aussi une chose étonnante dans ta vie, c'est que tu as imbriqué ton travail et ta vie amoureuse. Tu es tombé régulièrement amoureux de tes actrices. Tu en as épousé certaines, pas toutes. Annie Girardot, tu ne l'as pas épousée. Et on a connu votre relation des décennies après. Oui, non, si tu veux, la caméra est un microscope absolument incroyable. Je dirais même que c'est le troisième, c'est l'œil du bon Dieu. Si Dieu existe, il est dans une caméra. Et c'est fou ce qu'on voit derrière une caméra. Une caméra arrive à filmer l'invisible. Voilà. Et quand tu filmes des hommes et des femmes qui sont un peu moins dégueulasses que les autres, c'est les personnages de mes films. J'ai toujours filmé des hommes et des femmes que j'avais envie d'avoir pour amis ou de prendre dans mes bras. Et on voit des choses absolument incroyables. Et c'est vrai que quand tu regardes Annie Girardot, Anouk Aimée, on a envie de tomber amoureux de ces dames. Voilà. Et voilà. Donc le cinéma, pour moi, c'est un objet qui me permet, à un moment donné, d'approcher la vérité. Tu sais, la vérité, elle est dans les yeux. La seule partie du corps humain qui ne sait pas mentir, c'est les yeux. Toi, quand tu parles, quand tu dis des trucs, quand je suis allé voir ton spectacle, j'essayais de voir tes yeux. À un moment donné, tu viens dans la salle, il est venu à 2 mois, et c'est vrai que les yeux, on ne sait pas pourquoi, les yeux ne savent pas mentir. C'est pour ça que je suis ravi de faire cette émission et de te regarder les yeux dans les yeux. Parce c'est que quand je vois tes yeux... Je suis amoureux, quand je vois ton cul, je suis très déçu. Voilà. Tu connais la chanson. Non, parce que Donc le cinéma filme les yeux. Quand je dis des horreurs dans la salle, mes yeux disent le contraire. Mes yeux sont bienveillants, et ça, tu l'as vu. Et je l'ai vu. Est-ce que tu es d'accord avec Gainsbourg qui disait que le cinéma était un aphrodisiaque et qu'il avait peur, il dit au cinéma, les acteurs tombent amoureux, c'est la raison pour laquelle quand Birkin a tourné La piscine avec Delon, il venait tout le temps espionner parce qu'il avait peur. Oui, quelque part, oui, parce que c'est une loupe. C'est une loupe extraordinaire qui grossit à un moment donné les qualités et les défauts des gens. Tu devrais filmer ta bite, toi, Roman. Voilà, avec une loupe. Ça rassure. Oui. Non, tiens, j'avais pas pensé à ça. Non, parce qu'il en parle tout le temps. T'es tombé amoureux de Annie Girardot. Et puis, il y a aussi ta direction d'acteur qui est très, très particulière parce que parfois, tu ne donnes pas le scénar, parfois, souvent, tu ne donnes pas les dialogues. Tu souffles les dialogues à l'oreille des comédiens qui les répètent avec une fraîcheur incroyable. Tu tournes des scènes où les gens ne savent pas ce qui se passe. Quand Annie Girardot attend à la sortie de l'avion, elle attend que Belmondo descende ou pas de l'avion, et elle ne le sait pas. Elle ne sait pas s'il va descendre. Non, et quand Anouk Aimée descend du train à la fin d'Un homme et une femme, elle croit être toute seule sur le quai de la gare. Je lui avais dit, écoute, je vais arriver avec ma caméra, elle était dans un vrai train, parce qu'on n'avait pas les moyens de louer un train à l'époque, donc je l'avais mis dans un vrai train à Mantes. Je lui ai dit, je vais aller vers toi et je vais filmer ta solitude, voilà, et d'un seul coup, elle a vu Jean-Louis et évidemment, elle a eu la surprise et j'ai pu filmer ce regard incroyable, ce moment d'étonnement qui a fait le tour du monde justement parce que elle faisait pas semblant. Et est-ce que le regard d'Annie Girardot n'est pas plus fort quand Oui. Elle a une déception parce que Belmondo ne sort pas de l'avion, elle passe par tous les états, elle rit, elle pleure, oui. elle est bouleversante d'émotions, elle a une palette d'expressions. Absolument. Elle fait un flashback sur sa vie. D'un seul coup, elle se dit, je suis une conne, avec l'expérience que j'ai, j'aurais dû savoir dès le départ que c'était une parenthèse, voilà, et j'ai cru que cette parenthèse allait se prolonger, voilà, et tout passe. Et en plus, je lui avais envoyé la musique, donc elle écoutait aussi la musique du film. J'ai envoyé la musique sur le plateau. Francis Lay, toujours. Francis Lay, à cette époque-là, et pour toujours, j'espère. Et puis voilà, et non, c'est vrai, j'essaye de faire du cinéma comme je vis. Mais pardon de te couper, là où tu as raison, c'est que les yeux racontent plus de choses que 50 lignes de dialogue. Oui. Là, dans les yeux de Girardot, j'ai vu tout ce que tu viens de décrire. Voilà, elle repasse sa vie dans sa tête, etc. Et
Et ce qu'il y a de formidable, c'est que la musique l'aide d'une façon formidable à ce moment-là. La musique, c'est quand même la voix du divin. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose d'irrationnel. C'est ça qui est formidable. Il y a le rationnel et l'irrationnel. Le rationnel nous dit qu'on est mortel, l'irrationnel qu'on est là pour toujours. Et la musique a cette force extraordinaire qu'elle nous fait jamais de mal. La musique ne fait jamais de mal. Bah les si elle est mauvaise, les mots si. peuvent faire du mal et tu en sais quelque chose. Mais la musique, je dis, les mots peuvent faire du mal et tu en sais quelque chose. Tu as eu quelquefois des petites phrases qui ont percé le cœur des gens, voilà. Mais la musique ne fait jamais de mal. Même quand elle est mauvaise, elle est rassurante. Et c'est une roue de secours formidable pour le cinéma. C'est que dès que je mets de la musique, j'adoucis les mœurs. T'as fait 52, 53 films? Je vais commencer mon 52e. 52e. Tu as eu des films cultes incroyables, on va en parler. Tu as eu aussi des échecs. Et quand j'ai fait mon seul et unique film, tu m'as appelé parce que tu savais que j'étais dans la merde, ruiné et déprimé. Et tu m'as dit des choses très très belles et je te remercie encore aujourd'hui. Tu m'as dit c'est bien, tu devrais être fier de ce que tu as fait. Faire un échec, c'est pas grave. Enfin, tu as trouvé des mots incroyables. Et j'étais sur un tabouret en train d'installer une corde. Et si je suis descendu de ce tabouret, c'est un peu grâce à toi et je te remercie aujourd'hui. Non, mais c'est parce que moi-même, j'ai failli monter sur le tabouret plusieurs fois. Et je me suis aperçu à quel point mes échecs étaient enrichissants. Je veux dire que la plus grande école du monde, c'est l'échec. On va revenir ensemble sur tes plus gros succès. 1966, Un homme et une femme, qui a fait de toi un homme adulé par la planète entière. Ça t'a rendu riche, célèbre, et ça t'a permis de niquer pas mal de gonzesses. On est d'accord là-dessus? On est tout à fait d'accord là-dessus. 1972, le film de toi que je préfère, ce qui est le cas de millions de gens, l'aventure c'est l'aventure, avec des amis, on connaît un peu les répliques par cœur, Je sais. comme on peut citer du Audiard, par exemple avec mon ami Pascal Selem, un jour on est dans un casino et on se croise et je lui dis t'as quelque chose sur toi? Et immédiatement il me répond un petit 36. Voilà, on se glisse des Paris, la gauche c'est fini, la droite c'est fini, enfin voilà, je pourrais pas. La 5e, c'est fini. La 5e c'est fini. Ouais. C'était ma réponse aux événements de 68, ce film. Oui. Auquel j'avais pas marché. Voilà, donc et les critiques avaient été très sévères avec le film à l'époque. Et ces critiques sévères t'ont inspiré un autre film après qui est La Bonne Année. La Bonne Année, absolument. Je connais ta carrière ou pas? Parfait, je suis... Tu sais que j'aime pas l'homme, mais j'adore le cinéaste. Idée de génie, tu réunis Lino Ventura et Jacques Brel. Comment ça t'est venu cette idée de faire tourner Jacques Brel? Alors encore une fois, parce que Trintignant m'avait dit non. C'était Trintignant qui devait faire le rôle de Brel. Et Jean-Louis me dit, écoute, tu sais Claude, je suis quand même un mec de gauche, et là t'es en train de faire un film de droite, ça me gêne un peu, non je peux pas accepter un rôle pareil, je peux pas dire des choses pareilles. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de Jacques Brel. Et alors c'est très drôle parce qu'au moment où Jean-Louis me dit ça au téléphone, parce qu'il était un peu fou cul aussi, donc il me le dit au téléphone, il me dit écoute, je pourrais pas faire le film, je raccroche, et la radio était en route dans mon bureau, et il y a une chanson de Brel. À ce moment-là, au moment où il raccroche. Et je me dis mais putain, c'est lui. Et j'ai appelé Brel 2 minutes après, et le lendemain il était dans mon bureau. Imagine si ça passait Félicie aussi. Voilà. Non, mais tu vois, toute ma vie a été faite de choses comme ça. Oui, puis t'es éveillé, tu écoutes les signes. Oui, et puis je remercierai jamais assez tous les gens qui m'ont dit non. Ça m'a permis de trouver ceux qui m'ont dit oui, tu vois. Et c'est avec ces oui que j'ai fait 51 films. Voilà. Alors, parlons du casting, Lino Ventura, Brel, Charles Denner, qui est un personnage... hors norme. Hors norme. Hors norme. Parce qu'il est dans une sorte de folie et oui, quand il joue des scènes, il est pris par... oui. C'est quoi l'adjectif? Par un... Non, il est... investi. Oui, non, si tu veux, d'abord c'est un homme qui est... D'abord, il est très juif. Il est très, très juif et il a peur constamment d'être arrêté. Donc il est en autodéfense permanente. Et cette autodéfense est très photogénique. Voilà,
Et puis en même temps, il était une sorte d'équilibre entre la force de Lino, les délires de Brel. Enfin, j'avais une équipe de cinglés. J'avais un frimeur. Au départ, j'avais pensé à Tapi pour la frime. Que tu as pris plus tard. Et voilà, que j'ai pris plus tard. Et Tapi, à l'époque, avait beaucoup d'affaires en cours, etc. Il n'a pas pu se libérer pendant 8 semaines. Donc, j'ai trouvé Aldo Macione, que j'avais déjà découvert dans Le Voyou. Voilà. Charles Gérard, qui est ton pote. Alors, Charlot, lui, c'était mon roman. Voilà. Et donc, et c'était aussi le pote de Belmondo. De Jean-Paul, mais le vrai métier de Charlot, c'était copain. Ouais, c'est ça. Voilà, il a été mon copain, il a été le copain de Bebel, il a été le copain de Lino Ventura, il a été le copain de Brel. Tout le monde avait envie de l'avoir comme copain. C'est lui qui a chanté « Vous les copains ». Voilà. Oui. Tu avais fait le Scopitone de ça. Voilà. Il connaît bien, hein, quand même. À une époque, je t'avais interviewé pour un documentaire que je voulais faire, que j'ai jamais sorti, mais qui m'avait permis de rencontrer Ettore Scola, où je voulais faire 50 questions à 50 réals, et puis voilà, on va pas toujours au bout de ses idées. Et tu m'avais confié un petit, déjà tu m'avais raconté la scène mythique sur la plage, Aldo, la classe, quand il marchait, Lino voulait pas le faire. Non. Il trouvait ça ridicule, il voulait pas le faire. Et puis il a vu ses potes se marrer, au bout d'un moment, ça l'a titillé. Oui. Non seulement, alors, encore une fois, c'était un dimanche. Et cette scène n'est pas dans le scénario. On peut pas écrire une scène pareille. Et je me lève très tôt, et puis on était sur la plage d'Antigua, et à un moment donné, je vois Aldo Macione, le matin, en train de marcher devant 5 gonzesses qui étaient assises sur la plage. Et il marchait pour ses intérêts personnels. Et je le vois passer 1 fois, 2 fois, 3 fois, et les filles le regardent pas. Et je me dis, c'est pas possible. Il faut absolument que je tourne ça. Et donc, le dimanche matin, je réveille toute la bande. Je sors ma caméra. Les 5 filles qui sont dans le film, c'est des vraies. Et elles ont jamais su qu'on les avait filmées. Elles sont de dos. On voit jamais leur visage. Et après, je dis à mes potes, je dis, écoutez, les 5 filles qui sont là, vous allez passer devant en marchant. Et avec votre démarche, essayez d'attirer leur attention. Et Lino me dit, écoute, je veux pas faire une connerie pareille. Là, Claude, je dis, écoute, tu sais ce que tu fais, tu les regardes, voilà. Et puis, on a fait 2 passages, et au 2e passage, il a pas pu s'empêcher d'y aller. Voilà, donc encore une fois, c'était Lino. C'était pareil dans La Bonne Année. Il voulait pas aller dans le lit avec Françoise Fabian. Il m'a dit, je fais tout ce que tu veux, mais je rentre pas dans un lit. Jamais tu me feras pas faire ça. Et puis après le tournage, il vient me voir, il me dit, tu as raison, il faut qu'on fasse la scène du lit. Voilà. Donc Lino était très très cartésien. Il avait besoin d'être rassuré sur tout ce qu'il faisait à l'écran, et il suffisait de le rassurer. Et après, il te disait oui. Et une fois qu'il a vu la bande marcher, il s'est dit, si je suis pas, ça va être la scène royale du film, et je vais pas être dedans. Donc il a très très vite compris et percuté. Et donc, dans ce film, oui, pardon. Non, mais cette scène, c'est une scène de caméra cachée, en fait. Oui, complètement. Mais Complètement. c'est fou, Les filles n'ont jamais vu la fou. caméra. Je tourne avec un zoom très loin. Voilà, les filles sont sur la plage. Et en plus, j'avais pas mon équipe. J'ai sorti ma caméra, etc. C'est génial. Les scènes que je préfère de tous mes films sont celles qui n'étaient pas dans le scénario, celles qui sont nées du tournage, celles qui naissent de la vie, qui naissent moi, c'est le tournage. La pour vie moi. a du talent, tu dis. Voilà, la vie le hasard a toujours du talent. Et à propos de femmes qui étaient dans l'aventure, c'est l'aventure, c'est là où Jacques Brel rencontre Madly, la femme de sa vie. Absolument. C'est à Antigua, là-bas. Non, c'est dans l'avion. Quand on part de Paris, j'avais pas trouvé j'avais besoin de 5 filles noires. J'avais fait un casting là-bas sur place, j'avais rien trouvé. Donc, on a fait le casting à Paris et on a emmené les filles avec nous sur le tournage. Et dans l'avion, pendant le voyage, alors il s'est passé 2 événements. D'abord, à un moment donné, le commandant de bord a dit que c'est le commandant Brel qui avait pris les commandes de l'avion, parce qu'il savait piloter. Et ensuite, j'ai dit, voilà, comme les filles savaient pas avec qui elles allaient, j'ai dit, c'est les filles qui vont choisir les mecs. Voilà, donc il y avait les 5 filles, il y avait les 5 mecs, et on a fait un tirage au sort dans l'avion. Et Madly a été la première à tirer, et elle a choisi Brel tout de suite. Et c'est comme ça qu'ils se sont... Ils sont enterrés ensemble aux Marquises, voilà, aujourd'hui. Non, elle est toujours vivante. Oui, mais il y a son nom sur la... Ah, peut-être. Mais Il y a son nom sur la stèle.
possible, mais T'es sûr qu'elle est toujours vivante? oui, je crois, oui, à confirmer. Tu peux vérifier? Je peux vérifier, bien sûr. Moi, je pense qu'elle est toujours vivante. J'espère pour elle. Mais c'est elle qui l'a choisi, tout de suite. Et tu dis un autre truc, enfin, tu m'as confié un autre truc sur Lino. Aujourd'hui, il y a prescription, on peut le dire, parce que Lino, il avait une image de père de famille qui bougeait pas une oreille. Et toi, tu m'as dit non, c'était pas le plus fidèle, c'était le plus malin. Voilà, c'était un grand faux cul. Avec les femmes, il faisait du slalom en permanence. Mais c'est vrai que il a réussi ce que moi j'ai jamais réussi. Il savait faire le camouflage. Voilà, moi, à chaque fois que j'ai eu le malheur de mettre les doigts dans la confiture, je me suis fait piquer. Lui, il s'est jamais fait piquer. Elle est belle, la métaphore. Ouais. On voit les doigts, on voit la confiture, puis on voit, suivant la période du mois, quel parfum. Donc Madeleine va très bien. Merci. Voilà. Pleine forme. Elle est vivante. Elle est très bien. Voilà. Elle était mannequin, elle était quoi, Madeleine, à l'époque? Oui, puis elle était chanteuse aussi, danseuse, tout ça. Non, elle était très très belle et charmante, une femme adorable, vraiment une très belle personne. Et Brel s'est pas trompé avec. Quand on écoute les interviews de Brel à l'époque, on constate qu'il est super misogyne, en fait. Je suis pas sûr. C'est comme on dit la même chose de Sacha Guitry, c'est pas vrai. C'est un mec qui savait de quoi il parlait. Ça, c'est misogyne, cette phrase. Oui, absolument. Tu te souviens pas de ces déclarations? Aujourd'hui, ça a très mal vieilli, les déclarations de Brel sur les femmes. Je sais pas, ça dépend de lesquelles. Non, parce que je crois pas. Moi, j'ai toujours dit que les femmes étaient les hommes réussis et on s'était mis d'accord avec Brel sur cette réplique. Donc, sorti de l'aventure, c'est l'aventure, tu te fais étrier. On dit on fait l'ouverture du Festival de Cannes. Ouais. Et toute l'intelligentsia parisienne et supporte pas le film. Et puis à la même heure, le film sortait dans la France entière et cartonnait partout, avec des applaudissements. Et dès le lendemain, les gens venaient revoir le film pour la deuxième et troisième fois. Et maintenant, il y a un club à Paris des fous de l'aventure, c'est l'aventure. Ils sont une cinquantaine qui se réunissent chaque année. Ils font un dîner et ils connaissent toutes les répliques du film. Et c'est celui qui se trompe le plus qui paye l'addition. C'est génial. C'est drôle, hein? C'est génial. J'ai envie d'y aller et en même temps, j'ai peur de l'addition. Parce qu'ils ont 50 ans d'avance sur moi et je pense que je vais me faire niquer. Non, mais c'est vrai que ce film a laissé Paris. Et aujourd'hui, quand le film passe à la télé, il a 5 étoiles. Il a 5 étoiles et il est repassé donc avant-hier. On a fait par la critique. On a fait un carton il y a 2 jours, encore pour la 20e fois. 73 autres films cultes avec Lino Ventura, film que j'adore. Lino Ventura, Françoise Fabian, Charles Gérard, La Bonne Année. Et là, il est question du premier hold-up psychologique. Ouais. Qui a été imité plus tard dans la vraie vie. Il y a eu d'autres hold-up psychologiques. Oui, alors par exemple, ça a donné des idées. Par exemple, l'homme qui a escroqué Chekri, au téléphone, là, l'arnaque au président, au directeur, et il demandait à des petites assistantes de faire des virements et tout. C'était des hold-up psychologiques. Oui, ce sont des hold-up qui sont basés sur la confiance. C'est-à-dire que Lino, en se déguisant en vieux monsieur, vient acheter plusieurs bijoux d'abord et il installe. Parce que sa sœur est très malade. C'est ça qui est formidable. Sa sœur est très très malade et donc il achète 3-4 fois des bijoux. Chez Van Cleef, chez Van Cleef, qui ont été le sponsor qui t'ont permis de financer le film. En partie. En partie. Oui. Et comme donc, Trade République nous permet de financer Chloé. Oui, enfin, ils n'ont pas financé. Il faut dire merci Trade République. Faut pas dire en partie, t'es folle. Tu vas perdre ton boulot, toi. Non, en partie. Donc Lino Ventura se grime. Se grime comme ça, et c'est vrai que dès que tu installes la confiance, c'est facile ensuite d'escroquer. Donc il faut investir d'abord. D'abord, il a payé plusieurs fois, il vient en payer, etc. Donc le bijoutier, il fait partie de la André famille. Falcon. Voilà, et puis jusqu'au moment où effectivement il fait le gros coup, qui hélas se passe mal parce que... On raconte pas tout, il faut donner aux gens l'envie de le voir, ceux qui l'ont pas vu. Et parallèlement à ça, il y a une antiquaire en face qui a une boutique, c'est Françoise Fabian. Donc il y a un jeu qui s'installe. Lui, quand il est grimé en vieux, il achète un petit secrétaire, mais il est très malin, je vais pas tout raconter. Et quand il est pas déguisé, il la drague. Elle est plutôt un peu sous le charme de ce mauvais garçon. Oui, non, parce que
Et il y a une réplique que j'adore, c'est qu'il dit on pourrait aller dîner ensemble. Et elle est un peu sous le charme. Il dit on pourrait, par exemple, manger des huîtres, ce sera plus confortable. Elle fait ah non, désolé, non, ça va pas aller. Elle dit pourquoi, Lino, il dit pourquoi c'est des huîtres. Elle fait non, c'est le mot confortable. Et après il dit à Charles Gérard confortable, putain. Où est-ce que j'ai téléchargé celui-là? Et Charles Gérard fait alors t'as tiré? Confortable. Il dit bon, t'as pas tiré. Non, mais tu sais, j'ai filmé ma vie. C'était comme ça qu'on parlait avec Charlot, c'est comme ça qu'on parlait avec Lino. Je veux dire, dans l'aventure, c'est l'aventure. Toutes les répliques, c'est les répliques qu'on se balançait entre nous. Voilà. Donc, si tu veux, j'ai essayé de filmer des hommes et des femmes, des répliques, des situations dont j'ai été le témoin. Je veux dire, j'ai rien inventé. Les dialogues de mes films, je les ai entendus. Les situations de mes films, elles existent. Je veux dire que en fait, tous mes films sont tirés d'histoires vraies. Et encore une fois, c'est un regard culte dans un de tes films, à la fin du film, après la prison, il sonne chez Françoise Fabian, qui a un mec, elle le vire, elle l'expédie en 30 secondes, et dans le regard de Lino Ventura, il comprend qu'elle a eu quelqu'un qu'elle ne l'a pas attendu, et dans le regard de Lino Ventura, on voit tous les dialogues. Qu'est-ce que je fais? Je l'aime, elle m'a trompé. Tout à fait. Alors, quand on a fait ce plan, qui vient à la fin du film, d'ailleurs, j'avais tourné le film en chronologie, donc c'était le dernier plan du film, le dernier jour de tournage, et je dis à Lino, oh, écoute, on va voir si tu lui pardonnes. Mais tu en parles pas, je veux simplement voir ton regard, voilà, et elle lui dit, te tromper, c'était ma façon à moi de t'attendre. Voilà, bon, ce qui était vrai, voilà, et ce plan est un des plans un peu qui ressemble au plan d'Annie Girardot à la fin de... Exactement. Et à ce moment-là, on sent qu'il y a une dualité incroyable entre le Lino Ventura qui vit avec sa femme et ses enfants et le Lino Ventura qui fait l'acteur. Et il se dit, qu'est-ce que je fais? Je fais plaisir à ma femme ou à Lelouch? Parce que moi, je lui ai dit, il faut que tu pardonnes. Voilà. Aujourd'hui, les temps ont changé. C'est le portrait d'une femme qui est très en avance sur son temps. Enfin, je veux dire que, en plus, lui, il est brut de décoffrage. Elle, c'est une femme cultivée. Donc, c'était la rencontre. De deux mondes, le choc de culture. Deux mondes le totalement dîner, le réveillon de Noël, où elle a ses amis voilà. bourgeois et qui font des concours de. Il y a tous les intellos qui sont là. Citations littéraires de films, on n'a pas eu ça. Et ils sont condescendants avec Ventura. Cette scène, elle est magnifique et elle est vire. Enfin, j'ai envie de raconter tout le film. Le regard, c'est important. C'est pour ça que tu n'as jamais tourné avec Gilbert Montagnier. Tu trouvais pas ton compte? Oui, à cause des yeux. Tu sais, les yeux, c'est très... Je suis sûr que tu aurais pu le faire tourner. Non, mais en plus, il a tellement d'humour. Ouais. Il est tellement drôle. Il a une joie de vivre qui pourrait me faire plaisir. Donc, ce film... La Bonne Année, c'est le film culte de Kubrick. Oui. Qu'il a montré à Tom Cruise avant de tourner. Eyes Wide Shut. Comment tu dis? Eyes Wide Shut, c'était... J'ai jamais su le dire. Comment tu dis, toi? Eyes Wide Shut. Eyes Wide Shut, je sais le dire. Eyes Wide Shut, c'était le film. Et Sidney Pollack, qui tournait dans le film, m'a appelé au téléphone en me disant, hier soir, Kubrick, avant le tournage, nous a remontré La Bonne Année pour qu'on essaye d'être aussi spontané. Voilà. 75, Le Chat et la Souris, c'était le dernier film de Michel Morgan, ouais. et qui jouait avec Serge Reggiani. Elle aurait dû jouer avec Gabin, normalement. J'avais rencontré Gabin et je voulais reconstituer le couple Gabin-Morgan qui m'avait fait rêver. Quand j'étais gosse, j'avais vu Quai des Orfèvres, etc. Et Gabin n'avait jamais été appelé par la Nouvelle Vague. Il en voulait beaucoup à la Nouvelle Vague, qui avait jamais pensé à lui, ni à Morgan. Et je dîne avec Gabin et je lui raconte Le Chat et la Souris. Il était très, très emballé. Et là, il est parti un peu trop tôt. Et c'est Reggiani qui l'a remplacé. Voilà. Mais au départ, ça devait être un film avec Gabin et Morgan. J'avais envie de reconstituer ce couple mythique du cinéma. Et malheureusement, le dernier film de Gabin, à mes yeux, était mauvais parce que c'était L'Année Sainte avec Brialy. Et je n'ai pas trouvé ce film terrible. Et ça aurait été bien que... comme tu dis, le hasard fait bien les choses. Et Reggiani est formidable dans le film. Ouais. C'est le dernier film de Morgan. Il y a une scène culte au restaurant où tu arraches un fou rire à Michel Morgan. Oui. Et elle ne savait pas. Enfin, j'avais pris un risque énorme. J'avais mis un petit clou
tout petit Dans le clou gâteau. qu'on avait raboté un peu quand même pour pas qu'il pique trop dans le gâteau. Et donc on a joué avec ça. Et encore une fois, la spontanéité. Si tu veux, ce que j'aime dans les films de Claude Lelouch, ce sont ces petits moments spontanés qui échappent à tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, quand on est spontané, on peut dire n'importe quoi. À N'importe propos quoi. de personnes qui parlent d'elle à la troisième personne, justement, t'as jamais tourné avec Delon, J'ai pourquoi? jamais tourné avec Delon, non. On a failli tourner 2 fois ensemble. 2 fois. Il devait faire toute une vie. Et puis on s'est Tu pas... voulais faire un film et le mettre en binôme avec Serge Lama, qui tenait un bistrot, pour dire Lama Delon vient nous servir à boire. C'est vrai ou c'est une légende? Non, ça c'est une Je me légende. suis débarrassé de cette vanne. Waouh. Je l'ai plus dans la tête. Oh là là. Et pourquoi ça s'est pas fait avec Delon? Et pour des questions financières, Ah, carrément. Quand on a monté l'affaire, il m'a dit d'accord, banco, c'est formidable. Et puis il me dit, tu vas voir, Delon Lelouch Delon, ça va être un événement colossal. Enfin, il a fait gonfler la machine. Et puis quand son agent, donc on s'était mis d'accord sur un prix. Raymond Danon. On s'était mis d'accord sur un prix important, et c'est normal, Delon à l'époque était une très très grosse vedette. Et quand l'autre a vu à quel point les médias sont parés du film, il m'a rappelé en me disant, écoute, ça va être un tel succès que je voudrais le double de ce que je t'ai demandé. Voilà. Et donc j'ai dit, écoute, non, ça va pas, moi j'ai qu'une seule parole, et on n'a pas fait le film. Et ça a été la chance de Dussolier, qui a remplacé. 1983, Édith et Marcel, tu prends Patrick Devers pour jouer le rôle de Marcel Cerdan. Ouais. Il s'entraîne comme un fou. Le matin, tu le vois, et vous faites des essais, tout va bien. À midi, Charles Gérard le raccompagne en voiture chez lui. Il remarque que Patrick est taciturne et ne parle pas. Il rentre chez lui, il reçoit un coup de fil et il se tire une balle avec la carabine, la benne de Longrive que lui a offert Coluche. Oui, alors c'est un des plus mauvais souvenirs de ma vie. Hein. Le matin, on est au Bois de Boulogne avec Evelyne Brix, on fait les derniers essais. Et Qui ont été filmés. Qui ont été filmés, on les voit, d'accord. Et Patrick est fou de joie, il est enfin à 71 kilos, comme Marcel Cerdan. Et il a préparé le championnat du monde contre Tony Zell comme une véritable chorégraphie. On est parti du film original. Il est fou de joie. Et ensuite, je lui dis, viens déjeuner avec moi au film 13. On va déjeuner avec Patrick. Et pendant le déjeuner, il me dit, cet après-midi à 5h, je te montrerai le championnat du monde avec Tony Zell. Ça y est, je suis affûté. Il était comme un fou. Et puis à un moment donné, Coup de fil. on l'a appelé au téléphone. Il est allé au téléphone. On était au restaurant des films 13. Puis il est revenu vers moi. Il me dit, écoute, j'ai une urgence. Il faut que je rentre chez moi. Je savais pas du tout qu'il avait envie de mettre fin à ses jours. J'ai rien compris, j'ai rien vu venir. J'ai vraiment été la dernière personne à déjeuner avec lui. Il part et après, je suis allé en projection revoir Quand passe les cigognes pour tous mes techniciens à qui je voulais montrer des choses. Et pendant la projection, Charlot arrive, rentre dans la salle et dit Patrick vient de se suicider. Je lui dis, écoute, alors là, j'aime bien l'humour, mais alors là, il me dit non, je viens d'écouter ça sur Europe 1, Patrick vient de se suicider. Et donc, 5 minutes après, je suis allé. Et donc, ce coup de téléphone a dû jouer un rôle très important dans le suicide de Patrick. Ce petit coup de téléphone que j'ai pas vu venir, c'était impossible. Parce qu'il est revenu, il m'a dit, j'ai une urgence, il faut que j'aille à la maison tout de suite. Coup de téléphone, c'était la mère de sa fille. Je pense. Je pense qu'elle lui a annoncé quelque chose qu'on n'avait pas envie d'entendre. Voilà. Enfin, qu'il n'avait pas, lui, envie d'entendre. Donc là, c'est un tsunami pour toi, tu sais plus quoi faire. Oui, alors là, je suis, comme je suis très superstitieux, je me dis, c'est qu'il faut pas faire le film. Et Evelyne, qui avait préparé le rôle d'Édith... Laquelle tu étais à l'époque. Avec qui j'étais. Rappelons que tu mets un point d'honneur à baiser toutes tes comédiennes. Voilà. C'est vrai que j'étais très amoureux. On salue Marthe Villalonga. Voilà, on était avec Evelyne et Evelyne était désespérée, elle était en larmes, elle me dit, ça fait 1 an que je prépare ce rôle, que je prépare le rôle d'Édith, et je lui dis, écoute, et puis dans la nuit, je me dis, mais c'est vrai que Marcel Cerdan a un fils qui s'appelle Marcel Cerdan et qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Est-ce qu'il est acteur? Est-ce qu'il est capable de jouer? Il avait boxé.
Il avait fait quelques combats un peu bidons, mais qui étaient montés par le fait qu'il était le fils de Marcel Cerdan. Et je l'ai appelé encore une fois, et au téléphone, il m'a dit, écoutez, je viens vous voir, et puis je lui ai raconté, je lui ai dit, est-ce que tu serais capable? Il me dit, je sais pas, ça dépend de ce que vous allez me dire. J'ai fait des essais avec Evelyne et Marcel, qui avaient jamais tourné, et c'était bouleversant. C'était bouleversant parce que il était vraiment comme son père. C'est-à-dire que il était face à une montagne qui s'appelle Édith Piaf, et il était sans voix. Et donc on n'a pas fait le même film. Si ça avait été Patrick Devers, je pense qu'il y aurait eu plus de dialogue. Oui, entre un génie de la comédie et un novice, il s'en sort pas mal, le fils Cerdan, je trouve. Il est même très bien. Il s'en sort pas mal parce qu'il découvre un univers qu'il connaît pas. Il est projeté. Vincent Lindon, qui est très critique en général. Il est plus tic que cri, mais bon. Voilà, m'avait dit, j'ai jamais vu un acteur aussi merveilleux. Donc, il a été bouleversant. Il a été bouleversant de timidité, de gentillesse, ce qui était le personnage de son père, quoi. Malheureusement, le film ne marchera pas. Oui, enfin, il lui faudra 10 ans pour se il faudra payer. que La Môme sorte, le film qui racontait la vie de Piaf, pour que d'un seul coup on redécouvre Édith et Marcel et que ça devienne un film culte. Voilà, il est devenu aujourd'hui un film culte. 1988, encore un film culte, Itinéraire d'un enfant gâté avec Jean-Paul Belmondo. Avant de parler de la scène culte dans la petite chambre d'hôtel entre Belmondo et Anconina, faut pas avoir l'air étonné. Tu savais que ton père il s'appelle Petit Pompis? Ah, là t'as l'air étonnant. Ah oui. J'ai l'impression que ce film, t'avais envie de parler de toi dans ce film. Oui, alors ça tombe très bien parce que, enfin ça tombe très bien. À ce moment-là, Jean-Paul avait un petit creux dans sa carrière. Il venait de faire 2-3 films qui rassemblaient plus le public. Moi, j'avais le sentiment de faire toujours le même film. On traversait tous les deux une petite crise et moi j'ai eu envie de me barrer. C'est ça. J'ai eu envie de disparaître. Voilà, de disparaître. Je me suis dit, j'en ai marre. La famille, les enfants, tout ça. Enfin, c'était. Les enfants, t'avais qu'à mettre des capotes. T'en as fait 7. Ouais, bien sûr. Mais donc à ce moment-là, j'ai pris la fuite. Comme un lâche, j'ai eu envie de partir et arrivé à Fontainebleau avec ma voiture, il y a Belmondo qui m'appelle parce que à l'époque on pouvait déjà téléphoner, c'était les premiers portables. Et Jean-Paul me dit, qu'est-ce que tu fous à Fontainebleau? Les premiers portables qui faisaient le poids d'une valise. Et c'était dans la voiture. Et Jean-Paul me dit, qu'est-ce que tu fous à Fontainebleau? J'ai dit, écoute, je vais me barrer un peu, j'en ai marre, etc. Et je lui raconte un peu tout ça. Et il me dit, mais tu es fou ou quoi? Ça va faire un film formidable. Je suis rentré sur Paris, on s'est mis au boulot et on a fait Itinéraire, qui a été un énorme succès. Voilà. Ta plus grande scénariste, c'est la vie. Oui, oui. Pourquoi tu la crédites pas au générique? Mais je devrais, et elle devrait toucher tous mes droits d'auteur. Tous mes droits d'auteur. Non, mais c'est vrai que je travaille avec le plus grand scénariste du monde qui a la vie. Et ce scénariste est aussi un dialoguiste extraordinaire, voilà, et je suis ravi d'être l'assistant de cette vie qui, en plus, vient à moi avec des histoires absolument incroyables, voilà, et plus elles sont incroyables et plus j'ai envie de les rendre vraies, quoi. Voilà. Donc raconte comment t'as tourné la scène culte dans la chambre d'hôtel. Alors, ce jour-là, encore une fois, cette scène n'était pas dans le scénario. Tu sais, les acteurs, ils sont fabuleux quand ils sont de bonne humeur ou de mauvaise humeur. C'est fou comme ils sont photogéniques à ce moment-là. Et le matin, je vais sur le tournage et j'écoute à la radio un mec, je sais pas, qui commence à parler de n'importe où et qui dit, c'est très très important de savoir dire bonjour. C'est une chose très importante de dire bonjour parce que à la façon dont on dit bonjour, le reste de la conversation va être fluide ou pas. Et je me dis, putain, ça c'est formidable pour la scène que j'ai avec Jean-Paul tout à l'heure. Et moi, j'ai toujours eu l'idée qu'il fallait jamais avoir l'air étonné. Jamais avoir l'air étonné, parce que tu offres une possibilité à l'autre de te mettre KO. Tu vois, d'un seul coup, l'autre, il dit, voilà. Et donc, je dis à Jean-Paul, écoute, cette journée-là, c'était très, très bien passé. On a fait le tour du monde avec Itinéraire. On a fait vraiment le tour du monde. Et la scène dont les gens vont se souvenir, c'est d'une scène tournée dans une chambre de bonne. Et
On avait tourné, la journée était formidable, on avait tourné des scènes formidables, Jean-Paul était de bonne humeur, Anconina était de bonne humeur. Daniel Gélin était vraiment derrière la porte? Hein? Daniel Oui, Gélin. alors, je l'ai fait venir après, j'ai fait le plan après. Et je dis à Jean-Paul, écoute, il était 5 heures de l'après-midi, donc on était à 2 heures de la fin du tournage. J'ai écouté, j'ai une idée. Ce matin, j'ai écouté un truc à la radio marrant, un mec qui expliquait les vertus du bonjour. Et j'ai écrit complètement cette scène que j'improvise à tout à l'heure. Et j'ai dit, écoutez, je vais vous souffler les répliques. On tourne à 2 caméras, une caméra sur Jean-Paul, une caméra sur Richard. Et je leur ai soufflé toutes les répliques qui n'avaient qu'à répéter. Mais évidemment, à un moment donné, on se marrait tellement que Jean-Paul en a rajouté en arbitre. Et le petit pompiste, ça, c'est une réplique à Jean-Paul, tu vois. Quand Jean-Paul lui dit, tu savais que tu étais avec le petit pompiste. Voilà. Donc, encore une fois, cette scène est née de la vie. Elle est née de la bonne humeur. Ce jour-là était de bonne humeur. De la même façon que quand Annie Girardot fait la fameuse scène qui va lui permettre d'avoir le César, elle est de mauvais poil. Tu vois, ce jour-là, on était dans le Jura, et elle vient me voir le matin, elle me dit, Claude, écoute, j'ai mon mec qui me trompe, ma mère qui est malade, ma fille qui fait des conneries, j'ai un découvert à la banque, vraiment, j'ai pas la tête à aller tourner une scène avec Boujna. Sois gentil, mets-moi une voiture à disposition, je rentre à Paris, je te jure, je règle tout ça dans la journée, et je reviens demain ou après-demain, mais là, je peux pas, et comme Annie était, on n'était plus ensemble, mais c'était encore mieux que si on était ensemble. J'ai dit, écoute ma chérie, je te trouve une bagnole, laisse-moi une demi-heure pour te trouver une bagnole. En attendant, on tourne. Et en attendant, tu me fais une prise et on se casse. Et tu me fais une prise et tout de suite après, et comme elle était pressée de partir, elle a fait la prise de sa vie. Elle a tout balancé. Elle a tout balancé. Et là, elle en fout. Elle parle de son mec, elle parle de la vie, elle parle du film, elle parle mais tout se mélange. Et c'est à ce moment-là qu'il se passe un truc que tu peux pas écrire. Un truc que tu peux pas mettre sur un scénario, tu vois. Et là, elle balance tout d'un seul coup. Elle balance à Boujna absolument tout ce qu'elle a sur la patate et tout ce qu'elle va dire à Paris en arrivant. Faut être très manipulateur pour faire ça, faut être très psychologue, faut être un peu machiavélique, c'est un peu la main de Dieu, t'es Dieu, t'es un créateur quand tu fais tout ça. Non, mais à ce moment-là, quand je fais ça, d'abord j'ai envie de lui faire plaisir, donc je trouve la bagnole, et puis en échange, je lui dis, tu me fais une prise, et puis tu te casses, voilà. Hein. Elle me dit, d'accord, je te fais une prise. À l'époque, on avait des magasins de 300 mètres, donc j'avais 10 minutes. J'aurais pellicule. J'étais limité par le temps. Et ce qui est formidable, c'est que à la fin de la prise, Boujna était KO, il n'a pas dit un mot. Les techniciens ont applaudi. Il s'est passé un truc. Et Annie m'a dit, mais tu veux que je t'en fasse une deuxième? Tu vois? Parce qu'elle était portée par le truc. Voilà. Question technique. Toi, t'as libéré un peu le cinéma parce que quand il y a eu le Super 16 et tout, quand t'es sorti, quand t'as sorti la caméra dans la rue avec la nouvelle vague, mais t'étais pas franchement avec la nouvelle vague, toi, t'étais. Non, la nouvelle vague. T'en as fait partie, mais t'étais pas avec les Truffaut, les Romer et les. Non, j'ai trouvé que la nouvelle vague a débloqué la production. C'est-à-dire que d'un seul coup, elle a surtout fait la guerre aux producteurs plutôt qu'au cinéma passé. Les Godard-Lelouch, c'est pas vraiment le même cinéma quand même. Ouais, mais en même temps, c'est vachement complémentaire. Je suis d'accord. C'est vachement complémentaire. Question que je voulais te poser, si tu me prêtes un peu d'attention, t'es focalisé sur moi là? Oui, t'es sur moi? À fond. Ok, t'es bienveillant? Oui. T'es de bonne humeur? Je m'attends au pire, vas-y. Non, c'est la contrainte de la pellicule. Il me reste 7 minutes dans le magasin et tout. Maintenant, le numérique, il n'y a plus de contraintes. Qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'il y a des avantages au numérique ou est-ce que pour toi, qui est peut-être passéiste, c'est moins bien? Non. Elle est bien ma question. Non. Elle est bien ma question. Elle est formidable, j'en reviens même pas. Elle est tellement elle est formidable. Super, ta question. Bonne question. Je suis. Oui, j'ai posé une bonne question. La question est tellement forte qu'il n'y aura pas de réponse. Je vais te dire, le numérique, c'est magique. C'est magique parce que je peux tourner pendant 1 heure, sans couper, sans rien. Quand je fais la scène des bonjours, à un moment donné, je dis couper, parce qu'il faut recharger. Si j'avais eu du numérique, je ne sais pas où on aurait été. C'était la folie totale. À un moment donné, les deux, ils se marraient tellement, on se régalait, on faisait joujou. On savait que ça serait pas dans le film. Oui, mais à contrario, à l'époque de la pellicule, tu n'aurais jamais tourné Le Rendez-vous amoureux dans Paris si
parce que tu as tourné ça parce qu'il te restait 10 minutes. 9 minutes. Ouais, et il fallait que de j'arrive. pellicule. Il fallait que j'arrive à Montmartre en 9 minutes. Donc, j'ai Voilà. pris tous les risques. Donc, ça, de la contrainte naît le génie. T'avais 9 minutes de pellicule, t'as fait ça. Tu l'aurais pas fait si t'avais pas eu. Dis-moi oui. Dis-moi oui, Si, Lolo. Non, dis-moi oui. Dis-moi oui. J'aurais pris un parcours un peu plus long. Je pense que j'aurais été un peu plus loin. On a reçu Kassovitz il y a quelques semaines. Mathieu Kassovitz, sois respectueux. Mathieu Kassovitz, il y a quelques semaines, qui lui regrettait, parce que lui adore les plans séquences, il trouve qu'il en a tourné certains qu'il a adoré tourner, et il regrette aujourd'hui que justement le numérique fait qu'aujourd'hui les plans séquences, même s'il y a un perchiste, on va pouvoir le retirer numériquement, même s'il y a un problème, on va pouvoir couper, recouper et faire croire au spectateur que c'est un plan séquence alors que ça n'en est plus un. Non, on peut toujours faire des plans séquences. On voit bien quand un plan séquence a été triché. On voit plus maintenant. Si, on peut le Avec voir. l'IA, on ne voit plus. On ne voit plus. On peut, c'est vrai qu'on rentre dans une ère où on ne sait plus ce qui est vrai ou ce qui ne l'est pas et ça va pas aller en s'arrangeant. On peut maintenant faire tourner De Funès et Gabin, on peut faire un autre film. Oui, mais enfin, on peut changer. Ne me coupe pas. Ne me coupe pas, moi. Si, parce que le numérique, l'intelligence artificielle a des limites. Aujourd'hui, tu peux pas faire des plans de plus de 7 à 8 secondes. Pour l'instant. Mais dans 6 mois, et dans 1 an, et dans 10 ans. Non, ça te fait pas peur, ça? Non, parce que le début de mon 52e film commence avec l'intelligence artificielle. Je fais tout le générique avec l'intelligence artificielle. Mais est-ce que tu penses que après ta disparition, il y aura des nouveaux films de Claude Lelouch? Il y aura autre chose. Non, mais est-ce que tu penses qu'il y a des gens, fans de toi, vont faire un film en créant ton image numérique de toi, qui invente un autre film, qui le dirige, tout en mettant toutes les recettes de tous tes films? On pourra toujours on peut toujours copier. Pardon, il y avait une pub avec Boujna où Fernandel faisait la pub pour l'huile Puget, l'huile d'olive. Oui. Non, mais peut-être tu feras de la pub pour des tampons quand tu seras plus là. Pense à ça. Non, je pense que quand je serai Claude plus là, Lelouch, voix rouge. Dans ma prochaine vie, j'écrirai un bouquin sur Claude Lelouch. C'est un sujet que je connais bien. Donc, t'as pas peur de nouvelles technologies, de l'IA, Elles ont... Bon, ensuite, il y aura, entre autres, La Belle Histoire, Les Misérables, toujours avec Lino, Salaud, on t'aime avec Johnny. Johnny, ton ami de toujours. Son plus gros succès avec toi, ça a été L'aventure, c'est l'aventure. Ouais. 1+1 en Inde. J'ai bien aimé ce film avec Jean et Elsa. Question complètement conne que tout le monde t'a posée, mais j'y vais, j'apporte ma pierre à ce triste édifice. Si tu devais ne garder qu'un seul film, tu garderais lequel? Ça s'appellerait D'un film à l'autre. C'est un montage de tous mes films. Bah, c'est pas con. Qui existe d'ailleurs. C'est pas con. C'est quoi le pitch de ton prochain film? Alors, c'est la grande histoire du monde, depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui, tu vois, en toute simplicité. Mmh. Et en même temps, les petites histoires des uns et des autres qui ont inventé la grande histoire. Car la grande histoire s'est inventée avec nos petites conneries, nos petites mesquineries, voilà. Et ça va être un film très, très musical. Ça va être un peu un hommage à Max Ophuls, qui avait fait La Ronde. Eh oui. Et j'aimerais bien refaire La Ronde d'aujourd'hui, voilà. Il y a un peintre aussi qui a fait La Ronde de nuit. Oui. Petit peu de culture, ça ne nuit pas à l'interview, les gens, ça va leur donner envie d'aller voir. Mais qui est ce Vermeer dont tout le monde parle? Non, c'est pas Vermeer, c'est Rembrandt. Et ça va s'appeler Un temps pour tout. D'accord. Le casting est déjà fait. Hein? Le casting est déjà fait. Oui, alors je vais demander à tous les acteurs qui ont tourné dans mes films et qui sont encore vivants de venir faire un tour de ronde. Il y en a plein. Voilà. Maintenant, tu as été dénoncé, Claude. Ah, c'est possible. Tu fais des choses pas bien. La nuit, tu travailles pour aller manger du chocolat. Oui, c'est vrai. Mais putain, qu'est-ce qu'il fait? Comment il a su ça? C'est vrai que je prends pas de somnifère, mais les nuits où j'ai du mal à m'endormir, je prends un bout de chocolat et ça me fait dormir. Voilà, donc j'aime bien le chocolat. C'est vrai. Et tous les jours, tu prends un sauna chez toi. Oui, tous les jours. Parce que tu crois que ça élimine les toxines. Oui. C'est un prétexte pour toucher ton kiki. Voilà, absolument. Non, je vais te dire un truc.
Je vais te dire un truc, j'ai le sentiment, il paraît que ce qui fait vieillir, c'est les toxines. El sauna élimine les toxines. Donc, comme j'ai envie encore de faire 2-3 films, je prends un sauna tous les jours, voilà. Tu regardes des films de catch, du catch pendant des heures. Qu'est-ce qui te plaît dans le catch? Le côté surjoué, bidonné Non, je sais pas, oui, surjoué. J'aime bien. les méchants, les caricatures de j'adore ça. personnages. Non, mais ça, c'est pour les films américains, des vrais. Les super salauds et les super héros n'existent que dans les films américains. Moi, mais les personnages de mes films, ils ont les qualités de leurs défauts. Un beau personnage a autant de qualités que de défauts. Ça, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Les beaux personnages, et tu peux regarder depuis Autant n'emporte le vent avec Scarlett O'Hara, elle a toutes les qualités et tous les défauts. C'est le plus beau personnage de femme qu'on ait jamais fait. Mais Frankly, dear, I don't give a damn. voilà. Et C'est de la culture. donc, c'est ça. Donc, Pourquoi tu bouges les meubles la nuit, tout ça, le jour, chez toi? Oui, j'aime bien. Il sait des trucs. Avec qui t'as parlé, toi? Oui, je bosse. Hein, tu bosses? École Ardisson. Tu Comment crois, vous savez ça? Voilà, d'accord. Non, c'est vrai que la nuit, j'aime bien des fois bouger des meubles, des fauteuils, des trucs, décrocher un tableau, le mettre à un autre endroit. Oui, je continue à faire de la mise en scène. Quel est, à tes yeux, le meilleur film de guerre? Eh bien, je l'ai vu la semaine dernière. C'est un film de Xavier Giannoli qui va sortir le mois prochain avec Jean Dujardin, qui raconte la vie de Caroline Lucher et de son père sous l'occupation. Je sais pas qui c'est. Et Caroline Lucher a été une actrice qui a eu du succès sous l'occupation. Et son père était un collabo, ça a été une ordure totale, etc. Et c'est un film formidable qui va sortir le mois prochain. Voilà. Pour toi, c'est le meilleur film de guerre de tous les temps? Oui. Ça dépasse Faut sauver le soldat Ryan ou Kubrick ou... Non, ça dépasse tu t'es pas. un peu emballé là, t'as eu un petit coup de cœur là. Ça dépasse pas, ça complète. Ça complète, c'est... Non, alors... Tu moi, réponds à côté là. Non, mais je suis déçu. J'adore Tant qu'il y aura des hommes. Eh ben dis-le. Bah ouais, je le dis. Voilà. Tant qu'il y aura des hommes est un film formidable. Il y avait Sinatra là-dedans, non? Ouais, il y avait Sinatra, il y avait Burt Lancaster. Et Monty Clift. Et Monty Clift. Ta meilleure comédie romantique? Ben, il y en a plein. Ça pourrait être Sur la route de Madison aussi. Mais t'aimes bien Pretty Woman. Voilà, mais j'adore Pretty Woman qui est... J'ai les dossiers ou pas? Voilà, t'as le dossier. Ton meilleur film de science-fiction? Kubrick, l'Odyssée de l'espace, je pense on n'a jamais été aussi loin. Et... Pour l'époque, les moyens de l'époque, des scènes non, aujourd'hui... magnifique. Qu'on essaye de refaire avec le numérique, et lui, il n'avait pas ça. Non, on n'a pas fait mieux. La meilleure comédie? Aventure sur l'aventure. Voilà, peut-être l'aventure sur J'ai rien dit, l'aventure. moi. Non, mais j'avais beaucoup aimé Elsa Poppin à l'époque. Oui, Coton barré. Voilà. Meilleur western. T'as fait un western, toi? Ouais, j'ai fait Un autre homme, une autre chance. C'est d'ailleurs un film que j'adore. Et avec, comment s'appelait l'américain? James Caan. James Caan. James Caan et Francis Huster et Geneviève Bujold. Mais surtout, j'aime les films de John Ford. Voilà. Qui n'a pas fait que du cinéma, il a fait des bagnoles aussi. Ouais, non, mais John Ford a fait quand même il a inventé le western, quoi. Ta meilleure comédie musicale? Chantons sous la pluie. Définitivement. Au-delà de West Side Story? Ouais. Je suis d'accord avec toi. Mais West Side est juste derrière. Juste derrière, et puis il y a All That Jazz aussi, qui est Bien sûr. formidable. Ah ouais. Ça, c'est gros. C'est beaucoup plus récent, ouais. Ouais. Le plus beau drame? Quand passent les cigognes. Le film de... Ton film d'horreur préféré? Eh ben, j'ai bien aimé le Dracula de Luc Besson. Je l'ai pas vu, c'est bien? Vachement bien, j'ai trouvé. J'ai appelé pour lui dire d'ailleurs, et c'est vrai qu'il a fait un film vachement chouette. Le meilleur biopic? JFK, la vie de Kennedy. J'ai trouvé ça... Oliver Stone? Ouais, très culotté. Très culotté, vachement bien foutu. Et voilà, et puis c'est... on voit bien... non, il dure plus de 3 heures, non? Hein? Combien de temps il dure? 3 heures? Ouais, c'est un film qui fait... Oui, mais les grands films durent tous plus de 3 heures. Les plus grands succès du cinéma font plus de 3 heures. Chloé vient de faire un court-métrage. Il dure combien de temps, Chloé? Non, combien de temps il dure? Il dure 2 minutes 20. 2 minutes 20, elle a financé son premier court-métrage, Bravo. Chloé. C'est une pub? C'est pour le Nikon Film Festival. Ah, d'accord.
Comment il s'appelle ton court-métrage? Immortel. Tiens, on va mettre le lien. Immortel, Tu te d'accord. rends compte qu'il a fait son premier court-métrage avec la Bien. première émission, et elle est avec Claude Lelouch. Ça va te porter bonheur, Chloé, ça. Oui, Je suis oui. né le 30 octobre. Ah, c'est En vrai. plus, Alors, touchez mon dos. Voilà, c'est parti. Vous allez être protégé. à combien de femmes t'as dit toucher ma bosse? Écoute, C'était notre époque, ça passait à l'époque. on va dire 13. Ton meilleur, le meilleur dessin animé, tu vas dire Blanche-Neige, Blanche-Neige. parce que c'est l'année de ta C'est naissance. l'année de ma naissance. Mais J'ai tu le même sais- âge que Blanche-Neige. Tu sais que c'était le film préféré de Adolf Hitler, C'est possible. Non. d'une part. Et alors attends, encore plus incroyable, on a retrouvé des aquarelles de Adolf Hitler, Ouais. et derrière les aquarelles, il y avait les nains. Adolf Hitler peignait les nains de Blanche-Neige. Ah, tu vois, j'ai bien fait de venir. Hein, Non mais c'est pas étonnant comme info, ça? Ouais, ouais. T'es sûr Le mec de est ça? responsable de millions et de millions de morts, qui était un fou furieux, le plus grand, peut-être pas le plus grand de tous les temps, mais le plus, enfin voilà. Ah non, c'est le plus Moi, grand, moi, c'est le plus grand salopard de tous les temps. Pardon, hein, ça dénonce, hein. Ouais, ouais. Tant Mais- pis pour la suite, hein. Tant pis pour mais moi. je n'aime pas Adolf Hitler. Voilà. Et je prends mes responsabilités. Je suis d'accord avec Et toi. arrivera ce qu'il arrivera. Arrivera s'il arrivera. Mais il y en a encore qui l'aiment bien. Hein. Ouais, C'est malheureusement. ça le Et problème. ton meilleur film absurde avec les bagnoles? Bah écoute, le 83 prend des avec les vacances. bagnoles. Pardon? Je suis pas Le entendu. 83 prend des vacances. C'est un film de Léo Jouanon avec Gabriello. Je crois que c'est le plus grand navet de tous les temps. Et, Ah non, moi je te parle de film absurde. Non, le plus grand navet de tous les temps, c'est le film de philosophe Bernard-Henri Lévy. Ah, ça, je l'ai pas vu. J'ai pas eu cette chance. Ah non, mais regarde-le. C'est drôle tellement c'est moche. Avec Alain Delon. Avec un... Non, mais c'est pas un navet. Un navet, ça a du goût. C'est ce que le film dont tu parles n'en a pas. Non, mais c'est le plus grand navet tout le temps. Donc le film absurde que tu préfères avec les bagnoles. Bah, encore une fois, ça pourrait être Elsa Popine aussi. Oui, c'est, oui, voilà. Et pourtant c'est avec les bagnoles. Voilà. Mais non, mais écoute, les films absurdes, Les clés de bagnole. hein? Les clés de bagnole. Ouais, Les- j'ai adoré. Très très bon J'ai film. beaucoup aimé ce film. Ah bah tu vois, j'avais pas envie d'en parler, mais le fait que tu cites... Non, j'ai Quel beaucoup... film tu dis? Les clés de bagnole. Ah bah tu vois, je me serais pas permis de le mettre en tu avant. serais pas mais- permis. Non, non, mais, mais, j'ai beaucoup aimé ce film. Je te ah, l'avais dit à l'époque. Oui, tu me l'avais dit. Tu m'as fait. T'étais toujours très gentil avec moi. T'as inspiré beaucoup de gens. T'as aussi inspiré tu sais, quand il y a des films à succès, il y a le porno s'en empare et ils font des parodies de titres. Oui, oui, ils ont Et t'as- fait les uns dans les autres. Ah bah tiens, je l'avais. Alors, faut que tu me dises, existe ou pas? Il existe. Flic, flac, fuck. Ça existe. Non, il y a Non. pas flic, flac, Il y a pas... fuck. Non, non, Un zob et une femme. c'est possible. Non, la luxure, c'est la luxure. Non, je crois pas, non. Les beaux nénés. Oui, ça- C'est la nullité qui me fait rire là. Mais c'est drôle. Très drôle, les bonnets. je vois que tu es un adepte. Ouais. hein. Voilà. Bon, non, c'est tu vas- inventé. tu vas tout voir, hein. Mais j'ai ri en le trouvant. Bah oui, il, ça, c'est il va drôle. tout voir. Hein. Ta chatte, elle m'a souri. Il faut que- Ça existe ou pas? ça pourrait exister. C'est le chat et la souris qui a Non, inspiré oui, ça. mais Non, j'ai- ça j'ai n'existe très pas. bien- J'ai très bien fait. Là. Itinéraire d'un mauvais doigté. Non, il n'existe pas Il celui-là. n'existe pas. Il y a des jours dans ta lune. Il n'existe pas Il non n'existe plus. pas. Edith me harcèle. Ça Il n'existe pas. n'existe pas. Alors ça, c'est un gangbang que j'ai vu. 20 plus 1. Ça n'existe pas non plus. Attention, bandé. Ça existe. Salope, on t'aime. Il n'existe pas. Il n'y en a aucun qui existe. Voilà. T'as fait un film qui s'appelait Si c'était à refaire. Oui, T'es prêt? oui. C'est le thème. Si c'était à refaire 7 enfants. Si c'était, 7 enfants, t'as 7 7 enfants. enfants. Si c'était à refaire, t'en referais 7? j'en referais, je sais pas, encore une fois, ils sont venus à moi. Je sais Ils sont pas. venus à moi, ils sont venus à moi. Si, si. T'as qu'à pas cracher la purée, ils sont venus Non, à non, moi. non, non, mais ils sont L'autre, venus à il se moi. vide les couilles, il dit c'est le hasard. Voilà, c'est vrai. Mauvaise foi du mec. Alors, t'as donné un prénom à tes 7 enfants qui commence par la lettre S. Donc t'as Sisyphilis, Stromae, Sultan, Sushi, Sarko, Stevia.
C'est vrai. Pourquoi Non, tu t'es non. accroché à ce principe? Non, alors je suis ravi de faire un hommage à mon père, à mon papa, qui s'appelait Simon Lelouch et qui a été l'homme de ma vie. Je pense qu'il m'a dit les 2-3 trucs qu'il fallait dire à un enfant pour qu'il puisse se promener tranquillement, voilà. Par exemple? Eh bien, que les choses se passaient jamais comme on les avait imaginées. Voilà. Et je l'ai vérifié. Les choses se passent jamais comme on les avait jamais imaginées. Il t'a Voilà. dit le pire n'est jamais décevant. C'est vrai. Et mon père m'a dit ça. Et il a eu. C'est une belle phrase. Ouais, non, mais c'est la vérité. Le pire n'est jamais décevant. Jamais. Jamais. Non, et puis il est rassurant. Voilà. Enfin, je veux dire par là que il m'a dit que tout était compliqué avant d'être simple. Et ça s'est vérifié aussi plusieurs fois. Et que tout avait un prix. Voilà. Il n'y a rien de gratuit. Voilà. À part ce blouson. Voilà. C'est pas sûr. Ah si. Si. Je vais pouvoir vraiment le garder Ah oui, après. Oui, vraiment. Tout à fait. C'est... Hein, attends, alors, voilà. Bah, écoute, Vraiment. voilà. Il y a un truc gratuit. Voilà. C'est tu vois. chouette, tu te l'offres. L'exception confirme la règle. C'est ton père, ça aussi? Prends-moi pour un con, tiens. Voilà. Si c'était à refaire un film avec Bernard Tapie, t'as pris des sauts de merde à l'époque. Parce qu'il n'était pas en odeur de sainteté, qu'il était... C'était homme-femme mode d'emploi avec tapis. Ouais, Ouais. et Lucchini. Et Lucchini. Et Ophélie Et Lucchini. Winter. Et quand, Oui, bravo. quand le film est sorti, il y avait des spectateurs qui étaient devant les salles en disant vous n'allez pas donner 3 francs à Bernard Tapie puisqu'il avait 3 francs par place. Voilà. Il y a eu des manifs pour empêcher les gens d'aller voir le film. Mais enfin, il a quand même fait 1,3 million. Donc tu le referais. Ouais, bien sûr, je le referai. Réunir Catherine Deneuve et Jacques Dutronc. Tu espérais une scène culte, tu l'as pas eu. La mayonnaise n'a pas pris. Ouais, enfin, elle a pris sans prendre. Non, j'attendais autre chose. Je pensais que le délire de Dutronc face au côté raisonnable de Catherine allait provoquer quelque chose. Rien. Et puis non, ils ont fait leur boulot. Mais c'est vrai que j'ai été un peu déçu. Je m'attendais à un petit miracle qui n'a pas eu lieu. Un film en noir et blanc, tu le referais? Oui, bien sûr. C'est tellement facile de faire un film en noir et blanc. On peut plus se gourer sur les couleurs. Et prendre William Lémergie comme acteur, ça non, quand même. Si. Bon non. Si. Et il a très bien vieilli, là. Là, il est très très bien, il est de mieux en mieux. Non, si. Non, mais tu le referais Mais pas. je pourrais te prendre comme acteur aussi. Bah oui, mais je serais encore Voilà. pire. Je suis très mauvais acteur. Ah non, c'est pas sûr. Claude, tu sais comment on finit l'émission? Non, je me doute qu'il y a un truc. C'est avec les tu préfères. Voilà, d'accord. Alors tu préfères, tu connais le principe. Tu préfères, c'est la peste ou le choléra, c'est des choix C'est impossibles. ça, des choix Mais impossibles. tu es obligé de répondre. Je suis obligé, d'accord. Et voilà. Alors, tu préfères tourner un biopic de Jack Lang ou celui de Jean-Marc Morandini? Ah, Jacques Lang m'intéresse plus, là. Pourquoi? Ben, parce que j'ai cru à un moment donné que il était plein de bonnes intentions, voilà, et puis je vois quand même qu'il est comme tous les hommes politiques, quoi. Tu préfères avoir un 3e bras ou un 2e sexe? Un 2e sexe. T'en ferais quoi? Ben, écoute, je peux le prêter à des copains. Ah bah non, Ah, c'est si. pas amovible, tu peux pas prêter ta bite à un pote, non. Attendez, Tu prêtes ta bite à un pote, toi. Non, j'essaie de réfléchir, mais non, a priori, on peut pas, ça se prête non, pas. mais tu peux. Non, mais dans une soirée échangiste, tu peux avoir du succès. Hein. Ah, voilà, là, Voilà. Tu préfères dormir chaque nuit avec un homme et une femme ou avec quelqu'un qui te fredonne babada bada à l'oreille toute la nuit? Dabada. Je me lasserai jamais. Ah, d'accord. Tu préfères qu'on t'appelle Claude Strabisme ou Madame Claude? Claude Strabisme. Elle est bien, cette question. Hein. Oui, Lui, il est payé pour faire... oui. Tu préfères, après ta mort, passer l'éternité avec Amma ou avec Bernard Tapie? Avec Amma quand même. Ouais. Alors, Amma, c'est une Indienne. C'est une Indienne qui prend les gens dans ses bras. Elle a Et pris des millions de personnes. Elle a à pris des travers le- millions de gens dans ses bras et elle te fait un plein d'amour. Voilà, elle te fait un plein d'amour et c'est inexplicable. C'est complètement fou. Moi, elle m'a pris 4-5 fois dans ses bras et à chaque fois, je me suis senti, je sais pas, différent. Voilà. Mais t'as eu Non, de la chance parce qu'il y a des millions de personnes qui attendent et... Oui. Non, mais
si Dieu existe, il se promène sur Terre, dans la peau d'Ama. Ça, Elle c'est n'est pas sûr. morte, Ama? Non, non, elle est en pleine forme. Mais qui veut que tout le monde soit mort? Et toi, tu parles de quelqu'un qui fait des plans d'amour et tu fais pas de vanne dessus. Hein. Mais tu devrais aller la voir. J'y Ça, suis allé. T'as été? Ah oui. Et Ouais. alors? Eh ben, écoute, j'étais un peu déçu Non. parce que j'étais un peu déçu. Toi, elle t'a vidé. Mais t'as été la voir avec ta mauvaise foi. Non. Il faut y Je aller. suis allé la voir parce que Jean-Marie Bigard, que tu connais, que tu as fait Oui. tourner dans Lady and Now Ladies and Gentlemen, Ah, m'a emmené. Et c'est vrai, déjà, on a eu un passe-droit. Donc, il y a des gens qui font la queue pendant des heures. Et nous, en tant que petite vedette, on a eu un passe-droit. Donc, ça m'a un petit peu choqué. Et je vais te dire pourquoi j'étais un peu déçu. Bien, Roman. ouais. Donc, tu attends. Tiens, mets-toi là, Roman. Mets-toi là. Donc, elle est assise. Voilà. Elle vient, tu viens, elle m'a pris une fois, et elle m'a fait comme ça, Ah. elle m'a écrasé la gueule comme ça, sur plus ou moins ses seins et tout comme ça, et elle m'a dit 2-3 trucs en anglais, je suis pas hyper balèze en anglais, et voilà. mal. Donc voilà, Putain. j'ai une mauvaise réaction, je l'ai giflé. Ah bah oui, si elle t'a fait ça, oui. Et elle m'a dit un truc qui m'a bouleversé, elle m'a dit, il y a des rivières de tristesse en toi, elle m'a dit. Non, mais c'est pas bien? Pas mal. Elle a dit un truc qui m'a parlé quand même, Ouais, tu vois. mais j'ai eu un nez de bulldog pendant 3 mois. C'est ça. C'est hyper mal. Mais quand elle a pris Jean-Marie Bigard dans ses bras, elle lui a dit qu'il était diabétique, alors qu'elle ne le savait pas. Ouais. Puis c'est incroyable Non, elle te dit des choses, et puis elle te dit des choses. D'abord, il faut rien lui demander. Si tu vas voir Ama et que tu lui demandes, si tu vas comme à Lourdes en disant je voudrais être guéri, non ça. Elle sait ce dont tu as besoin. Elle sait. Ah, moi, j'ai merdé, j'ai demandé, je suis en galère en ce moment, t'aurais pas 50 balles. Il faut aller la voir sans rien demander. Et c'est à ce moment-là qu'elle sait ce dont tu as besoin. C'est ça qui est formidable. Si tu vas lui demander un truc, ça marche pas. Il faut rien lui demander. Rien. Et c'est à ce moment-là que ça marche. Et c'est quoi le truc le plus fort qu'elle t'ait dit pendant ces embrassades, ces accolades? Alors, le truc le plus fort, c'est que moi, je voulais tourner avec Ama parce que j'avais tellement entendu parler de cette femme. Et elle ne savait pas du tout qui était Claude Lelouch. Absolument pas. Elle n'a jamais été voir un film de Claude Lelouch. Et quand je l'ai vu pour la première fois, elle m'a dit, je sais pas ce que vous allez me demander, mais je vous dis oui tout de suite. Voilà, toi, tu lui as dit tout ça pour ça. Voilà. Et après, je lui ai dit, j'aimerais vous faire tourner. Et elle m'a dit, je vous ai dit oui. Je dis, voilà. Elle est dans un de tes films, avec... Elle tourne. Et puis, Dujardin, qui était un petit peu comme toi, un peu sur la pointe des pieds aussi. À un moment donné, il a dit, j'aimerais avoir une fille. Sa femme était enceinte. Il a eu une fille. Bon, il y avait une chance sur 2. Enfin, quand même. Et elle a dit, si c'est un fils, vous l'appellerez Oscar. Voilà. Tu préfères retourner Robert avec Lolo Ferrari ou revenir avec Rocco Siffredi? Revenir avec Lolo. Tu préfères prêter ton titre, tout ça, pour résumer la carrière de Macron, ou itinéraire d'un enfant gâté pour... Tout ça pour ça. Tu préfères faire l'amour une fois par an avec Valérie Perrin ou une fois par mois avec Francis Perrin? Valérie Perrin, c'est sa femme. Avec Valérie Perrin, définitivement. L'écrivaine. Et pour finir, tu préfères changer l'eau des fleurs ou les oubliés du dimanche? Eh bien, je préfère les oubliés du dimanche. C'est son premier film, c'est son premier livre. Et c'est le bouquin, c'est moi qui l'ai poussé à écrire. Donc je suis très très fier de l'avoir poussé à faire ce premier livre. Sans rentrer dans le détail, sans divulguer ta vie privée, je sais que tu es une maîtresse en ce moment et que tu envisages de changer de vie. C'est un pari sur l'avenir, non? Ta maîtresse est enceinte, je crois. Écoute, tu es plus fort qu'Ama, hein? Et tu vas avoir un 8e enfant? Non, j'ai 9 petits-enfants. J'ai 9 petits-enfants et j'ai 2 enfants de Valérie Perrin aussi. Tu vois, donc on a une famille recomposée. Si un jour tu viens passer un petit week-end chez moi en Normandie. En Normandie. Voilà, tu vas pas être déçu, tu vas voir.
Et tous ces gens-là s'aiment beaucoup, profondément, voilà. Et je suis très, très, très heureux d'avoir réussi à fédérer tous ces hommes, toutes ces femmes, parce que maintenant ce sont des hommes et des femmes Encore un titre de film. qui Tous me ces hommes, détestent tous ces pas femmes. trop, voilà. Merci Claude de ta gentillesse, de ta bienveillance. Ce blouson te va très bien, il est à toi. Merci Chloé. Merci. Merci. Merci Trade République. Voilà, et Merci. maintenant je vais pouvoir aller, Et merci Chat. je vais pouvoir aller frimer maintenant. Je vais Il est pouvoir beau. aller frimer avec mon blouson. J'ai passé un bon moment, mon Tu n'es pas le seul. Moi, j'ai passé un très bon moment. Voilà, bah écoute, Malgré la présence de Romain. et il faut qu'on se parle bientôt, en dehors d'un micro. T'as des projets? Ouais, et j'aimerais bien, au mois de mars, qu'on déjeune ensemble. Avec plaisir. T'es d'accord? Mais si tu veux me faire tourner, je suis un très mauvais comédien. Oui, mais c'est puis- ça qui m'excite. C'est ça qui Je t'ai m'excite. jamais vu déjeuner, donc. Pour Claude, je déjeunerai. Pour Claude, tu déjeunes. Ok. Pour On moi, garde tu tout ça, déjeunes. C'est Bon, bah, imprimé. écoute, j'ai plus qu'à me barrer, alors.